Maître Sama. Voilà maintenant 15 ans que je t'enseigne tout ce que je sais de l'art ancestral du Dairen Taito. Tu as été un très bon élève. Aussi bien pour ta mère dans ton apprentissage du Klingenklost que pour moi. Bon, tu n'étais clairement pas le plus doué, mais tu avais soif d'apprentissage et une discipline à toute épreuve. Merci, je suppose. Il te reste encore beaucoup à apprendre. Mais moi, je n'ai plus rien à t'apporter. Pour te récompenser de ces années, je t'ai fait parvenir tes propres sabres. Ces sabres sont directement fabriqués sur la planète d'origine de l'humanité, en Asie, par l'entreprise Katana Univers. Ce sont des artisans qualifiés, respectant les méthodes traditionnelles japonaises. Ils fabriquent leurs lames en full tang, leur donnant une intégrité structurelle de très haute qualité. Il est magnifique. Et l'équilibre est impeccable. Que signifie la gravure? Vois-tu, comme je te l'ai dit, tu es très loin d'être le meilleur de mes élèves. Oui, j'avais compris la première fois. Mais tu es certainement celui qui est le plus débrouillard, qui s'adapte le plus aux situations. Tu pourrais affronter tout danger et systématiquement t'en sortir grâce à ton panache et ta vivacité d'esprit. C'est donc pour cela que j'ai fait graver sur ton sabre « Esprit affûté ». C'est d'ailleurs une option assez intéressante chez ces fabricants. Car c'est là ta plus grande force. Tes compétences martiales ne suffiront peut-être pas contre... Ah, mais j'avais pigé, c'est bon. En tout cas, ils sont super, merci beaucoup. Des sabres parfaits pour être offerts lors des fêtes de fin d'année. Le lien est dans la description, vous y trouverez plein de sabres japonais incroyables de toutes les gammes, donc comme ça, tout le monde peut à peu près s'y retrouver. Et vraiment, ils sont super, donc n'hésitez pas. Tu parles à qui? Faites pas attention. Bonjour à vous, guerrières et guerriers, et bienvenue dans ma salle d'armes. Pour cette vidéo, je vais de nouveau vous emmener dans les contrées lointaines et mystérieuses du pays du soleil levant. Si on a énormément parlé du katana sur cette chaîne et de son évolution au cours des âges, nous ne nous sommes jamais vraiment intéressés à sa version sous testostérone, le Odachi, aussi appelé Nodachi ou Otachi, choisissez ce que vous voulez. Et il est vrai que dans l'univers ensorcelant du Japon féodal, parmi les armes légendaires des samouraïs se dresse majestueusement le Nodachi. Ce long sabre japonais, à la fois imposant et élégant, a marqué de son empreinte les grandes épopées guerrières du passé. Mais avant de plonger ensemble dans les mystères et la grandeur de cette arme incroyable, je vous invite après cette vidéo à aller voir ma vidéo sur l'histoire du sabre japonais. Car j'y fais toute une explication de comment le sabre a évolué au cours du temps. Cela vous donnera pas mal de clés pour mieux saisir ce dont on parle ici. En tout cas, préparez-vous à un voyage envoûtant et... sanglant. Déjà, durant quelle période cette arme est apparue? On trouve les origines des Nodachi au milieu de la période Kamakura. À cette époque, les samouraïs combattaient principalement à cheval armés de leur arc et leur naginata, la fameuse arme d'ast des samouraïs, tandis que les troupes à pied étaient équipées de yari et de nagamaki. Une arme assez atypique, mais on en parlera juste après. C'est vraiment lors de la période Nanbokusho qu'apparaissent les fameux Nodachi. Bon alors pour rappel, à l'époque, les katanas comme on les connaît aujourd'hui n'existaient pas encore. Mais les samouraïs combattaient avec des tachi, des sabres un peu plus longs et courbés que les katanas plus récents, se portant la lame vers le bas et non vers le haut. Et certainement dans la volonté de vouloir faire preuve de plus de prestige en montrant sa valeur au combat, certains samouraïs décident de privilégier les affrontements au sabre. Et pour rendre cela plus efficace, et notamment en combat monté, ils s'équipent de sabres encore plus longs que les tachi, les otachi, qui du coup sont les nodachi. Parce que otachi à la base c'est le mélange entre le terme tachi, le sabre, et de o, qui signifie tout simplement grand. Ce qui accentue aussi ce phénomène de vouloir utiliser des sabres plus longs et qu'on voit arriver au XIVe siècle au Japon une tendance à l'extravagance, que ce soit dans les vêtements, mais aussi dans les armes. En moyenne, un Odachi va faire entre 120 et 150 cm, ce qui se rapproche des fortes épées que nous pouvions trouver au XVe et XVIe siècle en Italie par exemple, comme celle présentée par Achille Marozzo, mais moins grand que les montantes ibériques qui vont avoisiner les 160-170 cm.
Certaines chroniques parlent quand même de lames dépassant les 160 cm. On évoque même un Odachi de 220 cm. Bon après, c'est pas exclu que ce soit un chouïa exagéré par les chroniqueurs bien sûr. Et avec les modèles faisant plus de 150 cm, vous imaginez que leur port va être compliqué. C'est pour cela qu'on va voir des samouraïs porter leur sabre dans le dos ou par leur serviteur. Et non, ce n'est toujours pas possible de tirer une arme depuis son dos, surtout avec un sabre de cette taille. Mais il y a des techniques, comme on peut le voir sur cette vidéo, qui avait été partagée par le copain Xavier Archéo Japon sur X Twitter, et il faut avouer que c'est méga stylé. Et si on le porte à la taille, il va falloir généralement tirer à la fois sur le sabre, mais aussi sur le fourreau, afin de faire un dégainement efficace comme vous pouvez le voir ici. C'est une technique qui s'appelle d'ailleurs le Koden Enshin Ryu. La période où les Nodashi vont le plus s'illustrer sera celle de Nanbukosho au XIVe siècle, où l'on voit d'ailleurs, et notamment grâce à l'amélioration des techniques de forge, des sabres de plus en plus longs être fabriqués. Parce que bon, vous imaginez bien que c'est plus compliqué à fabriquer qu'un sabre de cette taille. Sauf que c'est une arme qui est pas très adaptée pour pas mal de situations. C'est d'ailleurs pour cela que son utilisation ne sera qu'occasionnelle, et c'est très loin d'être ultra courant sur le champ de bataille. Trop grande pour être utilisée en formation, trop gênante pour être utilisée dans des endroits avec beaucoup d'obstacles comme les forêts ou les zones très vallonnées. Donc on préférera l'arme d'Ast qui, pour la même portée, s'adapte bien mieux aux situations, comme les Yari et les Naginata. Ajoutez à cela que produire une arme d'Ast est bien moins cher qu'un sabre long, et vous vous retrouvez dans la même situation qu'en Europe, où les glaives, les pertuisanes et les halbardes sont privilégiés à la grande épée. Et l'utilisation du Nodashi deviendra totalement obsolète durant la période Sengoku, où on préférera les Ushigatana, qui sont, pour ainsi dire, les premières formes des katanas modernes, qui sont bien plus courts et adaptables dans pas mal de situations. Cependant, on aura encore quelques témoignages d'utilisation de Nodashi. C'est le cas par exemple du daimyo Uesugi Kenshin, qui possédait une garde personnelle composée de colosses. Enfin, c'est à relativiser, parce qu'a priori, les mecs faisaient en moyenne 1m82, ce qui paraît pas énorme aujourd'hui. Mais pour le Japon de cette époque, c'est clairement des grands gabarits. Bref, pour cette garde, il les fit équiper de lames à leur taille, des Nodashi donc. Quoi qu'on me dit dans l'oreillette que c'était peut-être pas aussi simple et qu'on n'est pas si sûr que ce soit des Nodashi, mais peut-être autre chose. On va en parler juste après. Hein? Mais je t'ai rien dit, moi. On peut également citer les samouraïs Magara Naotaka et Magara Naosumu, serviteurs du clan Asakura, qui utilisèrent des Nodashi contre les troupes d'Oda Nobunaga lors de la bataille d'Anegawa en juillet 1570. Les Nodashi portaient les noms de Tarotachi, long de 2,21 m, bon en même temps Naotaka mesurait 2,10 m, et Jirotachi, lui long de 1,66 m. Les deux sabres pesaient aux alentours de 5 kg, ce qui est énorme pour une lame, on va pas se le cacher, et bon, ils les utilisaient à cheval, donc ça aide un petit peu. Mais si on cite des samouraïs célèbres ayant usé de Nodashi, je ne peux pas ne pas citer Sasaki Kojiro, dit Ganryu. Ce samouraï était connu comme étant l'un des meilleurs bretteurs de la période Sengoku et Edo. On dit qu'il étudia le maniement du sabre court de Shujo Ryu et s'entraîna justement avec un sabre long, un Nodashi, pour perfectionner ses techniques, le rendant extrêmement dangereux face à la plupart des sabreurs de l'époque qui se battaient du coup avec des sabres beaucoup plus courts, des katanas. Son Nodashi porte un nom d'ailleurs, Mini Oshizao, qui signifie la perche de séchage. Et j'arrive pas à savoir si c'est ultra stylé ou vraiment nul. En tout cas, il se servait de son Nodashi en utilisant la technique Tsubame Gaeshi. Et bordel, ça fait tellement attaque badass de shonen. Bon, dans les faits, ça veut dire imiter les mouvements d'une hirondelle. Parce que cette technique nécessite de faire de brusques changements de trajectoire avec sa lame, comme le vol d'une hirondelle. Et notre Genryu, il se fera péter la gueule, et dans le sens littéral du terme, parce qu'il en est mort, lors d'un duel de Boken contre son grand rival Miyamoto Musashi en 1612. Samouraï pour lequel j'ai consacré 2 vidéos, une sur sa vie et une sur son œuvre la plus connue, le traité des 5 roues. On raconte d'ailleurs que Musashi utilisa une rame de barque pour combattre le long Boken de Kojiro, sauf que si vous avez regardé la première vidéo sur Musashi, vous savez que ce n'est certainement pas le cas. Bref, un samouraï exceptionnel qui se spécialisa dans l'utilisation d'une arme qui n'était plus vraiment usitée à son époque. Toi avec l'épée longue? Oui, en attendant, contre des adversaires qui ont un équipement cobaltium, on a que ça pour les affronter. Hein. Pour en revenir sur l'arme en elle-même, en termes d'utilisation. Même si on pourrait s'imaginer qu'elle s'utilise comme une montante, c'est personnellement ce que je pensais. C'est-à-dire avec des mouvements amples et circulaires autour du porteur. Et oui, je sais, vous avez vu ce passage 15 fois. Mais regardez comme il est beau, lui, avec sa montante là. Bref, ça,
Ce n'est pas vraiment le cas avec un Odachi. Déjà, il y a une différence de poids non négligeable entre les deux armes. Un Odachi va peser entre 1,2 kg et 1,5 kg, ce qui est le poids d'une épée longue européenne, alors que les Montante ibériques, elles vont généralement bien au-delà de 2 kg. De plus, les armes sont pas du tout foutues pareil, d'un côté on a un sabre et de l'autre une épée, donc leur point d'équilibre est complètement différent. Le poids d'un Odachi, il est concentré dans la lame, comme les katanas en fait, afin de maximiser la capacité de tranche. Là où la Montante concentre son poids à 5 à 7 cm à l'avant de la garde. Le pommeau servant à contrebalancer la longueur de la lame et permettant justement de faire ces fameux coups rotatifs destructeurs. Donc là où l'utilisation de l'inertie est indispensable pour une Montante, c'est pas spécialement le cas avec un Odachi, voire pas du tout. Bien sûr en dehors des modèles vraiment immenses qui avoisinent les 2 mètres, parce qu'il y en a eu certains, oui. Mais sinon, dans les faits, les mouvements seront finalement à peu près similaires aux gestes d'un katana classique. Ils sont juste légèrement plus amples et nécessitent beaucoup plus de technique pour être exécutés correctement et avec vitesse. Et il y a aussi la notion de transition qui change. Le poids du Odachi étant dans la lame, les transitions de frappe, les réarmements, les enchaînements de taille et les rotations pour placer des estocs sont bien plus compliqués à faire avec un Odachi. C'est pour cela que l'on privilégie des attaques simples, profitant d'une plus grande amplitude de frappe pour maximiser les dégâts. Et donc vu que c'est un sabre qui demande beaucoup de technique pour être utilisé, c'est l'arme parfaite pour faire preuve de démonstration lors des cérémonies. Car effectivement, après les derniers exemples que je vous ai cités précédemment, on ne verra pratiquement plus de Odachi lors de batailles. Mais il continuera de vivre en tant qu'arme de prestige et de cérémonie. Certains guerriers de haut rang possédaient des Odachi ornés de symboles de leur lignée, de divinités ou d'autres éléments spirituels. Ces sabres étaient considérés comme des objets sacrés et dotés d'une aura mystique. Ils symbolisent la connexion entre le monde des mortels et celui des dieux. Le Odachi transcende son statut d'arme martiale pour devenir un véritable trésor culturel et historique du Japon. Et il y en a eu des Odachi prestigieux. Mais au vu des dimensions, ils n'ont pas servi à la guerre, croyez-moi. On peut citer le Odachi Norimitsu, d'une longueur totale de 3,77 m. Ouais, rien que ça. Pesant 14,5 kg, ce qui est débilement lourd, vous en conviendrez. C'est une arme qui fut forgée par Norimitsu Osafune en 1446 et est conservée aujourd'hui dans le village de Yaiko. Bon, ceci dit, malgré ses dimensions, c'est pas le plus gros Odachi du Japon. Et celui-là, je pense qu'il est tout droit sorti de Bleach. Je vois pas d'autres explications. Voici Aja no Ontachi. Celui-ci fait 4,65 m de long et pèse 75 kg. Bordel, mais on pourrait faire 35 katanas fonctionnels avec tout cet acier. Et là, on n'est même pas sur une épée de cérémonie, parce que autant l'autre, 14,5 kg, si t'es un peu fit, tu peux peut-être faire 2-3 trucs avec. Mais là, non. En fait, c'est clairement juste une prouesse de forgeron. Et faut avouer que c'est clairement impressionnant. Je vais peut-être l'intégrer à mon Bankai, tiens. Le Odachi, selon sabre japonais chargé d'histoire et de puissance, reste une fascination pour les amateurs d'arts martiaux et d'histoire. Et elle a un impact fort sur la culture japonaise et mondiale encore aujourd'hui. Et elle équipe même l'un des plus grands méchants de l'univers des jeux vidéo, Sephiroth et sa célèbre Masamune. Mais ce n'est pas la seule arme japonaise avec des proportions imposantes et je vous l'ai teasé un petit peu depuis le début de la vidéo. J'en profite donc de la vidéo sur le Odachi pour vous parler un petit peu d'un second sabre japonais vraiment grand et les joueurs et joueuses d'Elden Ring doivent connaître. Je parle du Nagamaki, ce qui signifie longue enveloppe. Avec lequel on peut envoyer de sacrés courriers. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de sabre? Parce que oui, cette arme est le mélange parfait entre une arme d'ast et un sabre. La lame, proche de celle d'un katana, fait en moyenne 1 mètre, et le manche aussi. Moi, j'ai tendance à me dire que les armes d'ast ont obligatoirement une hampe plus longue que le fer, donc je considère que cette arme est plus ou moins un sabre, juste avec un manche beaucoup trop long. On raconte d'ailleurs que cette arme trouve justement son origine dans les Odachi. En effet, a priori, beaucoup de Odachi n'étaient aiguisés qu'à la seconde moitié de la lame. Ainsi, pour faciliter l'utilisation parfois complexe du Odachi, certains guerriers commençaient à enrouler la partie inférieure de la lame pour en faire un allongement du poignet et ainsi l'attraper, pour avoir une meilleure prise en main. Bon après, je sais pas du tout si c'est vrai, mais j'aime bien l'anecdote. Une des différences les plus notables, au-delà de son utilisation qui doit être bien différente et peut-être plus proche d'une arme d'ast, c'est que c'est pas du tout une arme de samouraï. En effet, c'est une arme qui est pas mal utilisée par les moines guerriers japonais et aussi par les bushi.
des combattants en armure qui ne sont pas des samouraïs, et parfois aussi par des ashigaru, les guerriers paysans si vous voulez. Et c'était une arme très pratique pour affronter les cavaliers. On pouvait tout aussi bien trancher que estoquer avec celle-ci de manière efficace tout en restant loin du danger. Et pour en revenir sur la fameuse garde avec que des colosses là dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'est pas exclu qu'ils aient été en fait équipés de nagamaki et non de nodashi. En fait c'est que d'une source à l'autre, j'ai pas du tout la même info, donc voilà. En tout cas pendant la période Muromachi, cette arme se verra remplacée par le naginata, qui prend finalement le même concept, c'est juste que la lame sera plus courte et le manche beaucoup plus long. Là on est vraiment sur une arme d'ast, plus maniable et nécessitant moins d'acier, donc plus simple à produire. Et finalement on a retrouvé très peu de nagamaki parce que beaucoup ont été rafistolés avec la lame raccourcie pour en faire des ushigatana. C'est d'ailleurs aussi pas mal le cas pour les nodashi. Bah ouais, faut bien récupérer l'acier, ça serait con de le gaspiller. Bref. Voici donc tout ce que je peux vous dire sur les deux grands modèles de sabre japonais. Aujourd'hui, les pratiques du nodashi et du nagamaki sont encore enseignées dans certaines écoles de sabre et permettent ainsi de continuer de faire vivre cette tradition de sabre immense et foutrement complexe à utiliser. Et je remercie infiniment Katana Univers d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets encore une fois le lien dans la description si vous êtes intéressé pour vous offrir un magnifique katana comme le mien ou en offrir un à quelqu'un pour Noël par exemple. Et ça fait quand même une sacrée belle décoration dans le salon. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, hein, le like, le partage, le petit commentaire, ça ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Ciel Bleu, Twitter, Instagram et même Twitch, hein, animé par Chikenito bien sûr. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre, et en attendant, comme le dit mon sabre, gardez l'esprit affûté.